Dans la précédente capsule, on a obtenu nos fonctions d'approximation pour notre élément 2D ou 3D dans son repère normalisé. Donc, on a obtenu des fonctions d'essai, des fonctions d'approximation qui sont toujours pareilles dans le repère normalisé de notre élément. Cependant, ce qu'on a dit, c'est qu'on a pelleté certaines difficultés par en avant. Maintenant, au lieu de travailler directement dans nos coordonnées x, y, qui sont les vraies coordonnées dans lesquelles on cherche la solution de notre problème, on est rendu quand on travaille dans les coordonnées xi eta. Donc, on a cette difficulté-là où il faut qu'on fasse le passage d'un système de coordonnées à l'autre. Donc, voyons comment est-ce qu'on va faire ça. On cherche à faire le lien entre des couples. On va avoir un couple de coordonnées xi eta qui va correspondre à des coordonnées xy. Donc, pour chaque coordonnée xi eta, pour chaque point à l'intérieur de notre élément, dans son repère normalisé, ça correspond à un point xy dans les vraies coordonnées de notre élément. Donc, il faut qu'on passe de l'un à l'autre pour pouvoir résoudre notre problème. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, c'est qu'on va faire quelque chose d'assez astucieux. On va se servir de nos fonctions d'approximation comme étant des fonctions d'interpolation pour interpoler la géométrie de l'élément. Donc, en fait, ce qu'on est venu définir dans la capsule précédente, ce sont des fonctions d'essai qu'on a aussi, par le passé, appelées des fonctions d'interpolation parce qu'elles permettent de venir interpoler à l'intérieur de notre domaine. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir interpoler les coordonnées de notre élément. Et donc, ainsi, on va pouvoir avoir les valeurs de coordonnées partout à l'intérieur de notre élément. C'est-à-dire que pour un élément bilinéaire, on va avoir 4 fonctions d'interpolation ou fonctions d'essai. Et donc, on a 4 nœuds pour cet élément-là. Donc, le nœud 1 avec les coordonnées x1, y1, le nœud 2 avec les coordonnées x2, y2, etc. Et donc, si on vient rentrer les coordonnées xi eta dans ces fonctions-là qui correspondent au premier nœud, on va avoir une fonction d'essai qui vaut 1, puis les autres qui valent 0. Et donc, on va avoir tout simplement n1 fois x1, y1. Et donc, on va se retrouver avec x qui vaut n1 fois x1, puis y qui vaut n1 fois y1. Et donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on peut interpoler x comme étant les points, les coordonnées xi eta correspondant à un certain point qu'on vient multiplier par les coordonnées de notre nœud. Donc, pour n'importe quelle valeur xi eta à l'intérieur de notre élément, on les rentre tout simplement dans nos fonctions d'essai, qui sont toujours pareilles. Et puis, si on vient multiplier par les coordonnées des 4 nœuds, propres à cet élément-là en particulier, avec sa géométrie quelconque à lui, on est capable de retrouver les coordonnées xy qui correspondent à cet élément-là. Donc, c'est astucieux. On va se servir de nos fonctions d'essai, nos fonctions d'interpolation, pour surmonter cette difficulté-là qu'on s'était créée, qui était de passer d'un système de coordonnées à l'autre. Donc, en rentrant les valeurs xi eta dans nos fonctions d'interpolation, puis en multipliant par les valeurs nodales, on va venir interpoler, en fait, les coordonnées xy correspondantes à ces coordonnées xi eta-là. Maintenant, ce qu'on va venir dire, c'est que nos fonctions d'interpolation ou nos fonctions d'essai ni, on va pouvoir les exprimer de 2 façons. Puis elles vont avoir la même valeur. C'est-à-dire qu'on peut exprimer NIE en fonction des coordonnées XY, puis ça va être égal à NI de xi eta. Donc, si on a les bonnes coordonnées qui correspondent d'un système à l'autre, on peut exprimer ça comme étant NI de xi eta ou NIE de XY, ça vaut la même chose. Donc, on a une égalité mathématique ici pour les couples de coordonnées correspondants. Et donc, avant d'avancer plus loin, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter une seconde sur l'étymologie. Donc, cette série de capsules-là qu'on est en train de voir, elle porte sur les éléments isoparamétriques. Donc, iso, ça vient du grec, ça veut dire même ou pareil. Et donc, en fait, ce qu'on a, c'est des éléments isoparamétriques, c'est des éléments qui ont les mêmes paramètres. Donc, on peut interpréter ça de 2 façons.
Une première façon qui est de dire que nos éléments sont toujours pareils, nos fonctions ont toujours les mêmes paramètres, toujours les mêmes fonctions d'essai. Puis l'autre façon de le voir, c'est que on utilise les mêmes paramètres pour faire différentes choses. On s'en sert à la fois pour définir la géométrie, puis à la fois comme fonction de forme pour les déplacements. C'est-à-dire qu'on a nos coordonnées normalisées, xi, eta, et lorsqu'on vient les substituer à l'intérieur de nos fonctions de forme, les ni de xi, eta, ben ça, en fait, ces fonctions de forme-là vont nous permettre de venir interpoler la géométrie, comme on vient de le voir. Mais ça va être aussi ces mêmes fonctions de forme-là qu'on va utiliser pour venir interpoler les déplacements. Donc, on va venir exprimer U étoile de xi eta, par exemple, comme étant les ni fois les ui. Puis, on va venir exprimer xy comme étant les ni fois les xi, yi. Donc, on va se servir des fonctions de forme pour faire deux choses. Pour venir interpoler la géométrie, puis pour venir interpoler les déplacements comme fonction d'approximation. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler ça nos éléments isoparamétriques. Donc, on va se servir de ça pour obtenir notre formulation élément fini. Comment est-ce qu'on obtient notre formulation élément fini? Ben, c'est à l'aide du critère de Galerkin. Donc, notre critère de Galerkin, on l'a sous cette forme-là. C'est l'intégrale du résidu sur le domaine de l'élément et pondéré par les fonctions d'essai. Puis on a dit que nos fonctions d'essai, les ni, on va les écrire nie lorsqu'on les écrit en fonction de x et y. Donc on a notre résidu, sauf que les fonctions nie, mais ils vont toujours avoir une forme différente parce que les coordonnées x, y dépendent de la forme de notre élément pour ce problème-là en particulier, selon la géométrie qu'on veut résoudre dans ce problème-là en particulier. Donc, nos fonctions ni changent toujours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réécrire notre critère de Galerkin ici pour l'exprimer en fonction de xi eta. Et puis, en faisant ça, en fait, ben, ce qu'on a dit, c'est que les nie de xy, c'était la même chose que les ni de xi eta. Ça vaut la même chose. Et puis, comme on est capable de venir interpoler nos coordonnées x, y en fonction de xi eta avec nos fonctions d'essai, bien, on va être capable de venir réexprimer notre résidu, notre équation différentielle, en fonction de xi eta comme ça ici. Donc, on a juste à venir substituer les valeurs à l'aide de nos fonctions d'interpolation. Et puis, le gros avantage, c'est que dans notre élément normalisé, comme il a toujours la même forme qui va de xi vaut moins 1 jusqu'à xi vaut 1, puis de eta vaut moins 1 jusqu'à eta vaut 1, ben les bornes d'intégration du domaine de notre élément vont toujours être les mêmes, de moins 1 à 1, puis de moins 1 à 1. Et donc, on se retrouve avec notre critère de Galerkin réexprimé sous une forme systématique, toujours pareil. Et donc, on a presque atteint notre but. Je dis presque parce qu'il nous reste un petit morceau ici, le d oméga. D oméga, c'est quoi? Ben, dans nos coordonnées xy, d oméga, ça correspond à dx, dy. Alors qu'ici, ben, il va falloir venir le réexprimer dans nos nouvelles coordonnées. C'est-à-dire que notre d oméga, on l'a en xy, mais il va falloir venir les réexprimer en fonction de xi eta. Et donc, en fait, notre d oméga, c'est comme le produit vectoriel du vecteur OA ici, qui est un coin qui longe la coordonnée xi, fois OB, qui est un vecteur qui va de l'origine jusqu'à B, qui, lui, longe la coordonnée eta. Et donc, le coin A de notre d oméga, lui, ben, se retrouve lorsqu'on vient longer xi, ben, notre coordonnée x va changer de dx dxi fois dxi. Et puis, de la même façon, y va changer de dy dxi fois dxi. Et donc, ainsi, on peut réexprimer notre vecteur OA avec le vecteur unitaire i et j qui sont selon x et y. Et puis, on a un vecteur b, OB, en faisant la même chose en fonction d'état. Donc, avec dx, deta fois deta, puis dy, deta
fois d-état. Donc, on a nos vecteurs OB. Et donc, notre d oméga, c'est le produit vectoriel de OA fois OB. Donc, on se retrouve avec cette multiplication-là qu'on peut venir réexprimer, en fait, sous la forme du déterminant d'une matrice où on a dx, dxi, dy, dxi, dx, d'état, dy, d'état, et le déterminant de ça fois dxi, d'état. Donc, qu'est-ce que c'est cette matrice-là? C'est la matrice jacobienne. Et donc, on a besoin du déterminant de la matrice jacobienne lorsqu'on fait un changement de coordonnées pour faire notre intégrale. Donc, on a maintenant tout ce qu'il faut pour faire l'intégrale de notre résidu. C'est qu'en venant faire le changement de coordonnées, il va falloir venir remplacer d oméga ou dx, dy par le déterminant de la matrice jacobienne fois dxi, d'état. Et donc, on a atteint notre but, on a atteint notre objectif. On a une méthode qui est systématique, qui est toujours pareille. Nos bornes d'intégration ne changent plus. Notre résidu, c'est notre équation différentielle. Maintenant, il faut venir remplacer les coordonnées avec x et y qu'on est capable d'interpoler maintenant avec nos fonctions d'essai. On a nos fonctions d'essai qui sont toujours pareilles, puis on a le déterminant de notre jacobien ici. Donc, notre expression, elle est systématique, elle va toujours fonctionner. Puis, dès qu'on va connaître notre maillage, on va être capable de faire le changement de coordonnées de xi état allant vers xy. Ça va toujours être cette forme-là ici. Il y a juste les xi, yi qui vont dépendre de notre maillage. Et puis, pour le jacobien, mais ça aussi, ça ne sera pas trop difficile à venir évaluer, en fait, parce que le déterminant de jacobien, c'est des termes dx, dxi, dy, dxi, dx, d'état, dy, d'état. Et donc, en fait, nos coordonnées x, y, on les obtient en fonction de xi état à l'aide de nos fonctions d'interpolation. Donc, si on veut avoir dx, dxi, ben, ça va être tout simplement notre fonction ni dérivée par xi, donc ni xi, multiplié par nos xi. Et donc, similairement pour les dy, dxi, etc. Donc, venir évaluer notre jacobien, ça aussi, on va être capable de le faire de façon systématique. Tout ce que ça va nous prendre, ça va être nos valeurs nodales qu'on va avoir à partir de notre maillage. Donc, on a maintenant quelque chose qui est systématique, toujours pareil, qu'on peut venir mettre dans une boucle, puis qui va toujours fonctionner. On a juste besoin de le coder une fois. On a fait tout ça, on a atteint notre but, mais on l'a atteint à quel prix, à quel coût? Je vous laisse méditer ça, puis on en reparle dans la prochaine capsule.